Très cher développeur C#, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va analyser et étudier ensemble un design pattern un petit peu particulier qui pour certains peut être un peu difficile à comprendre. C'est un pattern de structure qui est le flyweight. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, si tu souhaites soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne en activant ou non les notifications, ça reste de ton choix. Et si tu veux également plus de contenu autour des techno.net, rends-toi sur ma plateforme HTS Learning. Tu as le lien dans la description et justement ici à l'écran. Tu trouveras tout mon catalogue de formation en e-learning et tu trouveras également un blog sur lequel on s'efforce avec mes partenaires à poster des articles de qualité en français autour des technologies.net pour améliorer la connaissance en .NET dans la francophonie avec des articles et du contenu de qualité et à jour, c'est assez important, tu peux d'ailleurs librement y contribuer, n'hésite pas à me contacter si cela t'intéresse et d'avance je te remercie de ton soutien. Donc je vais te parler du pattern flyweight qui est un pattern qui est des fois un peu difficile à comprendre mais qui en fait en finalité n'est pas très compliqué. Tout d'abord, il est bon de rappeler que les patterns qu'on étudie dans cette série sont ceux originellement publiés par le Gang of Four, donc tu trouveras le livre sur les design patterns original du Gang of Four et ce livre commence à avoir quelques années. Au moment du tournage de cette vidéo, ça a déjà presque 30 ans, voire plus de 30 ans, dépendant de quand tu regardes, donc tu te doutes bien que depuis 30 ans, l'informatique a drastiquement et dramatiquement évolué et les problématiques qu'ils avaient à l'époque ne sont pas celles qu'on a aujourd'hui, mais ça n'empêche que ce pattern reste quand même assez intéressant. Pourquoi ce pattern a-t-il été inventé? Pourquoi est-ce qu'il a été mis sur le devant de la scène et faire partie du coup des patterns de structure? Parce qu'il répondait à un problème à l'époque qui était l'économie de la mémoire vive. Alors en effet, si tu es né dans les 20 ou 25 dernières années, et encore pour 25 c'est un peu moins vrai, tu as probablement connu des PC avec une mémoire minimale de 4 voire 8 Go et donc ça te semble être des mémoires qui sont assez conséquentes et donc on n'a pas tellement besoin de s'en préoccuper et surtout maintenant avec l'avènement du cloud et donc des ressources illimitées en termes de RAM, on n'a plus tellement besoin de se préoccuper de la RAM. Cependant, si on remonte encore plus en arrière au début de l'informatique, il n'était pas rare de trouver de la mémoire qui faisait quelques kilo-octets voire quelques mégaoctets et donc on était assez vite bloqué en termes de mémoire et donc le flyweight est là pour soulager la consommation mémoire. En fait, c'est assez simple. On va créer un objet et on va définir deux états de cet objet. Un état qui est intrinsèque et un état qui est extrinsèque. Alors, c'est des mots un peu savants. Donc, pour faire très simple, on va définir un état de l'objet qui lui est propre, qui définit son identité, et un état de l'objet qui est variable, qui vient de l'extérieur et qui va influencer son comportement ou ses éléments qu'il contient en fonction d'un contexte bien défini. Pour illustrer ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va extrêmement simplifier un scénario qui est celui d'un traitement de texte qui utilise le pattern flyweight. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par créer une interface qui va être un i-caractère. En fait, le principe de cette interface, elle est assez simple. On va permettre d'écrire sur la console un caractère. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer depuis l'extérieur l'état extrinsèque, donc l'état sur lequel on veut influencer le caractère, donc il ne fait pas partie de son identité, pour dire comment est-ce que je veux l'écrire. On va rester très simple, on va juste envoyer la couleur du caractère. Donc ici, par exemple, on va avoir une méthode void qui est écrire, et on va avoir une console color qui est la couleur dans laquelle on veut écrire un caractère en particulier. Pourquoi je fais une interface? Pour définir un contrat commun entre tous les caractères. Si on avait décidé de recoder Word ici, je ne sais pas si on aurait fait le découpage par caractère, mais on aurait dû prendre en compte certains éléments extérieurs qui influencent donc l'état extrinsèque du caractère, par exemple sa police, la taille de la police, s'il est en gras, en souligné, et ainsi, en italique, et ainsi de suite. Bref, des éléments extérieurs à l'état même du caractère. Donc, concrètement, je vais créer un premier caractère. Donc ici, on va créer une classe qui est une implémentation de i-caractère qui va être par exemple le caractère A. Donc qui implémente i-caractère. D'ailleurs, si je suis en français, autant le rester jusqu'au bout. Donc, quand on va implémenter cette interface, on va lui demander d'écrire sur la console la couleur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder la couleur originale en récupérant la foreground color pour après la redéfinir après avoir écrit. Et donc ici, on va affecter la couleur. Alors ici c'est original, pardon. On va affecter la couleur qu'on a reçue de l'extérieur à la console et on va écrire le caractère. Alors quel est le caractère? Eh bien ici j'ai une classe qui représente le caractère A, donc son état intrinsèque, qu'est-ce qui fait son identité? C'est la valeur du caractère en lui-même. Donc ici, je vais avoir
le caractère en lui-même qui est égal à A. Ça, c'est son état intrinsèque. Donc il ne changera pas, il est défini depuis l'intérieur, donc c'est vraiment son identité. On ne peut pas le définir depuis l'extérieur parce que sinon ce n'est plus le caractère A, c'est un autre caractère. Et donc ici, je vais écrire sur la console, pas en writeLine mais en write tout court, le caractère comme ceci. Donc je vais dupliquer rapidement cette classe pour faire B et C, histoire d'avancer un petit peu et d'avoir un peu plus de contenu, mais dans l'idée, tu vas retrouver ça. Alors là, ici, on pourrait se dire, ok, alors pourquoi est-ce que je ne ferais pas, en l'occurrence, une classe abstraite de base qui est caractère, et en effet, on pourrait, parce que la méthode écrire reste globalement la même, donc on pourrait simplifier notre implémentation en faisant ici caractère, qui serait donc une classe abstraite, qui implémente iCaractère, donc qui va implémenter l'interface pour écrire ceci, et donc elle va avoir dans le constructeur, en fait, ici, le caractère concerné, que je vais stocker en tant que... Alors, en l'occurrence, vu qu'on a un héritage protected pour y avoir accès depuis l'extérieur, et donc ici, on va avoir car est égal à C, et je vais reprendre cette logique-là, ici, pour éviter de la dupliquer, et donc je vais écrire car comme ceci, et donc au lieu d'avoir chaque fois une implémentation concrète de l'interface, je vais hériter de la classe de base, et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Visual Studio de me générer le constructeur, et je vais directement lui envoyer ici, comme ceci, le caractère, et donc ça me permet d'avoir un constructeur sans paramètres pour le caractère A, donc je vais rapidement dupliquer ça pour B et C, et comme tu le vois, le code est un peu plus clean et un peu plus concis, c'est un peu plus appréciable à mon sens, et là on peut utiliser l'héritage, ça s'y prête plutôt pas mal. Donc là, idéalement, il faudrait faire tout l'alphabet. Donc là, typiquement, j'utiliserai un outil qui me génère tout l'alphabet pour moi. Et encore une fois, ici, on travaille par exemple qu'en minuscule. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, avant, c'était plus représentatif, maintenant, ça l'est un peu moins. Mais en tout cas, quand on a une classe qui est un caractère, son état intrinsèque qui fait partie de son identité, c'est la valeur même du caractère. Son état extrinsèque, qui vient donc de l'extérieur, est influencé par la méthode écrire, qui va changer le comportement du caractère en fonction du contexte. Bon, jusque-là, tu te dis, ok, je vois pas trop l'intérêt. C'est parce qu'en fait, on va avoir une classe qui va être le caractère provider. En fait, ce caractère provider, c'est celui qui va nous permettre de mettre en pratique le fonctionnement du flyweight. En gros, ce qu'on va avoir ici, on va avoir une méthode qui renvoie un iCaractère qui va être un getCaractère et on va lui passer en paramètre le caractère qu'on veut récupérer. Donc, cette implémentation du flyweight, lui, va faire en sorte que on utilise une classe qui a déjà été définie parce que son état intrinsèque ne changera jamais et en fonction du caractère, on va récupérer donc quelque chose d'existant qui serait en l'occurrence par exemple mise en cache et on va donc pouvoir appliquer sur ce caractère un état extrinsèque qui ne va donc pas changer son identité. Donc ici par exemple, on va avoir un dictionary qui, pour chaque caractère, donne une instance de iCaractère et je vais l'appeler cache et je vais l'instancier directement comme ceci. Donc, qu'est-ce que va faire cette méthode? Elle va voir si dans le cache, on arrive à récupérer la valeur depuis le cache. Si c'est bien le cas, je le retourne directement. Donc, en fait, ici, ce que je fais, alors là, il me propose de faire un var comme ceci plutôt que iCaractère parce qu'il dit qu'il est nullable, mais bon, dans mon dictionary la value n'est pas marquée comme nullable, mais dans l'idée c'est que si depuis le cache j'arrive à récupérer la valeur, dans ce cas là je renvoie le caractère et donc je vais pouvoir écrire dessus. Si par contre il n'arrive pas à le récupérer, donc le tryGetValue va renvoyer faux, dans ce cas là on va être obligé d'instancier le résultat, donc ici on va avoir un iCaractère result est égal à C et on va faire une instruction switch comme ceci. Donc en l'occurrence, on va dire que A renvoie un new caractère A et ainsi de suite pour B et C. Donc là en l'occurrence, on ne gère clairement pas tout l'alphabet. Donc là, le result est en conflit avec celui-ci, donc on va appeler ça new car comme ceci. Donc à la fin, je vais faire un return de new car. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter dans le cache. En fait, c'est rien de plus qu'un espèce de cache un petit peu particulier qui va nous permettre de réutiliser des objets. Mais ce qui est important de retenir dans cette réutilisabilité, c'est que dans notre objet, on est obligé d'avoir un état intrinsèque qui ne change pas pour pouvoir justement gérer de la réutilisabilité. Parce que sinon, si on doit tout réinitialiser, autant recréer une nouvelle instance. Et en fait, comme ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va instancier caractère A, caractère B, caractère C, les classes qu'une seule fois en mémoire et elles seront réutilisées de telle sorte que plus tard quand on aura besoin de réutiliser, on va pas créer de nouvelle instance, on va récupérer celle qui est en cache dont l'état intrinsèque ne change pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon programme ici par exemple, je vais avoir
une chaîne qui va être ABC, par exemple comme ceci, et en l'occurrence je vais écrire ça sur la console avec une certaine couleur. Donc ici je vais avoir un new character provider, comme ceci, et ce que je vais faire, c'est que je vais avoir A est égal à provider.getCharacter de S0. Ensuite, on va avoir BC. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CBA. Et ici, je vais écrire sur la console si on récupère ou si on crée. Dans l'idée, c'est pour qu'on puisse un peu tracer les éléments, même si je pense que tu te doutes assez facilement du résultat. Donc ici, B et C, donc 1, 2. Et on va donc dupliquer pour faire ici 3, 4, 5. Donc dans l'idée, il faudrait un parseur en fait qui permet de prendre la chaîne de caractères et d'appliquer des éléments dessus. Et donc par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire a.écrire. Et là, on va mettre par exemple bleu, bleu, blanc, rouge. Je pense que tu auras reconnu un petit peu qu'est-ce qu'on veut illustrer par ici. Et donc après, on va faire C2.écrire, B2.écrire et A2.écrire. Alors ici, tu le vois, j'ai une erreur de compilation. Ce qu'on pourrait faire pour rendre ça un peu plus sympa, c'est donner une valeur par défaut qui serait donc la valeur black. Alors en l'occurrence ici, ça va plutôt être white d'ailleurs, plutôt que black, vu que je suis dans un terminal noir sur fond, je suis dans un terminal sur fond noir, donc je vais écrire en blanc, et donc comme ceci, je vais pouvoir écrire. Donc on va lancer notre programme pour concrètement voir ce que ça donne. Donc là, tu peux le voir, j'ai ABC bleu, blanc, rouge, puis après j'ai CBA en blanc, parce qu'en l'occurrence, ils n'ont pas été redéfinis. On a la création d'instance de ABC, puis récupération d'une instance existante de CBA. Donc concrètement, ce que ça veut dire, en fait, ce pattern, pour récapituler, c'est un pattern qui te fait économiser de la mémoire en faisant une sorte de mise en cache de l'objet, où est-ce que tu es certain que la valeur qui fait partie de l'identité de l'objet ne changera jamais et que tout ce qui pourrait influencer le comportement de cet objet, donc qui viendrait de l'extérieur, soit passé par un biais ou par un autre à la classe qui existe déjà. Là ici moi je l'ai fait en tant que méthode avec un paramètre, mais on pourrait imaginer d'autres éléments comme des propriétés qu'on peut affecter depuis l'extérieur, et dans l'idée ça te permet d'avoir une seule instance de cet objet en mémoire, ce qui se rapprocherait un petit peu dans le principe du singleton, sauf que le singleton c'est juste pour garantir l'unicité de la création de l'objet. Ici on est vraiment dans la logique de faire en sorte qu'on a une seule instance en mémoire et qu'elle a deux états dont un va changer et l'autre ne va pas changer, alors que le singleton s'en fiche un petit peu de l'état, c'est juste qu'on veut garantir une unicité d'objet, et donc ça va te permettre après de créer un provider qui va gérer ce cache de façon intelligente. Attention, ici je l'ai fait de façon bateau, j'ai mis un dictionary, j'ai pas géré les accès concurrents ni quoi que ce soit, et j'ai fait que ABC, donc encore une fois, c'est vraiment un exemple simplifié, mais dans l'idée, c'est juste pour te faire économiser de la mémoire de façon intelligente. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo, n'oublie pas encore une fois que tu peux t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et également activer ou non les notifs, tu restes libre, et je te renvoie vers ma plateforme HTS Learning pour plus de contenu autour des techno.net si tu veux te former en vidéo avec mes formations ou si tu veux lire les articles sur le blog qui parlent de sujets précis, toujours dans des articles de qualité en français. Dans tous les cas, je te remercie de ton soutien et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.